Bon, parfait. Mais bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier en fin d'après-midi. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, mais on va essayer d'être dynamique et de vous apporter plein d'énergie en plus des informations et des témoignages. Donc là, vous êtes sur l'atelier aujourd'hui qui va parler de l'important levier de l'achat numérique responsable. Alors, je vais faire une petite. Nous avons plusieurs personnes qui vont intervenir pendant cette heure. Je vais faire une petite introduction pour un peu camper le sujet. Je vais après présenter l'ensemble des intervenants et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat associé à ce webinaire. Elles seront prises certainement, enfin, on a prévu pour l'instant de les prendre sur la fin de l'atelier à ce moment-là, les différents intervenants pourront vous répondre. Si je fais une petite introduction rapide, alors déjà, sachez que je suis pas un spécialiste de l'animation d'atelier, hein, donc je fais ce que je peux, je fais au mieux, on va dire. Si donc on s'intéresse aux problématiques de l'impact écologique du numérique, ben, vous avez déjà entendu plein de choses aujourd'hui. Une chose qui est fondamentale et qui pose problème, c'est sa progression. Euh, des 20 dernières années et des années à venir. Et malheureusement, cette progression elle est exponentielle. Et si on s'intéresse plus particulièrement au matériel aujourd'hui, encore là aussi, les chiffres sont impressionnants, pour pas dire inquiétants. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 34 milliards d'équipements numériques dans le monde, que pour 3,5 milliards d'utilisateurs. Donc déjà, vous avez compris que tout le monde n'a pas accès au numérique aujourd'hui. Déjà, quand on parle de manière globale, c'est pas une réalité pour tout le monde. J'aime bien le rappeler. Et on prévoit qu'il y ait 65 milliards d'équipements numériques en 2025. Je vous laisse imaginer en 2050 les chiffres que ça peut donner. Donc, on est sur un peu une gabegie. Et en Europe, on est quand même des bons représentants de cela. Alors, il y a une majorité de secteurs qui ont déjà fait un début de transition, on va dire, le transport, l'énergie, l'agriculture. Ils ont un peu une évolution en cloche, ce qui n'est pas du tout la réalité du numérique aujourd'hui, qui a tendance même plutôt à accélérer. Et c'est un peu, et ça a été rappelé tout au long de la journée, incompatible avec ce qu'on appelle l'urgence climatique. Alors, ceci étant, il faut s'intéresser, il faut rentrer dans le cycle de vie numérique et rentrer un petit peu plus dans le détail si on veut avoir un impact et dire, ben, moi, je veux agir, eh ben, on s'aperçoit que dans ce cycle de vie, il y a une chose, je vous cache, vous le savez bien, les équipements numériques ne sont pas fabriqués en Europe, ils sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Et donc, nous sommes des acheteurs. Notre premier acte, notre première relation avec le numérique, c'est l'acte d'achat. Et donc, il y a certainement quelque chose à travailler sur cet acte-là. Et donc, la question aujourd'hui, c'est si on veut agir, est-ce que l'achat est un levier important de la sobriété numérique? On va essayer de répondre à cette question. Donc aujourd'hui, là, nous avons plusieurs acteurs qui vont pouvoir vous donner des informations, leur vision, leur retour d'expérience sur ce sujet-là. Et je tiens à les remercier chaleureusement parce que le sujet est pas simple. Et donc, pour discuter avec nous aujourd'hui, j'accueille donc Charlotte Parent, qui est chargée de mission au pôle économie circulaire à l'ADEME. Bonjour. Bonjour Charlotte, qui est donc l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. J'espère, enfin, je le dis quand même, on ne sait jamais. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Et tu es basé à Montpellier. Nous aurons aussi Mounir Oulchoul, pardon, Oulgoul, qui est chef de bureau des achats informatiques et de la télécommunication à la DAE, la Direction des achats de l'État. D'ailleurs, ils sont venus en force puisqu'ils sont deux. Et nous aurons aussi donc bonjour Mounir.
y avait des petits soucis techniques au départ. Peut-être que tu nous entends bien, ça va, tout marche bien. OK. Parfaitement, merci. Super, Monia. Et donc, j'accueille aussi ta collègue Julie Boulet, qui est chef de projet achat responsable à la DAE. Bonjour, Julie. Nous aurons aussi avec nous Thierry Pajot, qui est directeur général du groupe Envoi, qui est une entreprise de l'ESS spécialisée sur le reconditionnement de matériel informatique à Toulouse et aussi président de Planète RSE à Toulouse. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Le cinquième intervenant est Jean-Claude Notebar, qui est responsable du système d'information à la direction du centre de service au sein de la DSI de la Caisse des dépôts de consignation Habitat. C'est un long. beau titre, oui. Et on a essayé de faire court. Hein. Non, je plaisante. Oui, mais c'est bien, c'est bien. C'est comme ça que si c'est la réalité, allons-y, soyons clairs. Donc pour démarrer, je vais commencer à donner la parole à Charlotte de l'ADEME. Alors l'ADEME, on sait, travaille déjà depuis plusieurs années sur l'impact du numérique avec plusieurs publications, plusieurs travaux. Je pense que vous travaillez aussi plus particulièrement sur les achats. Et donc, est-ce que vous avez quelques informations, quelques conseils sur les méthodes, les bonnes pratiques, ou les labels qui vous paraissent importants à connaître? Et dans ce contexte-là, je sais que Charlotte avait une présentation à partager. Donc, voilà, elle a fait ce qu'il fallait en nous partageant son écran. Charlotte, la parole est à toi. Merci Franck, j'en déduis donc que vous voyez bien mon Ouais, écran. Voilà. ça. Donc effectivement, l'ADEME a travaillé de longue date, hein, depuis plus de 10 ans sur la question des achats responsables. L'ADEME au niveau national, bien évidemment, étant entendu que moi je suis à mon modeste niveau la représentante en Occitanie sur ce sujet des achats responsables. A travaillé pendant plus de 10 ans sur ce sujet au niveau national avec tout un tas d'études publiées. Et je vous renverrai en fin d'intervention vers une petite biblio. Tout simplement parce que les achats pèsent lourd dans une organisation. Si on parle de commande publique, aujourd'hui on estime à 200 milliards d'euros le poids de la commande publique en France, soit environ 10% du PIB. Alors, commande publique, ça veut dire toutes les entités qui sont soumises au code de la commande publique, donc les collectivités, leurs groupements, mais aussi les services de l'État, les entreprises publiques et les concessions. Voilà. Donc, 200 milliards d'euros annuels, soit 10% du PIB, pour acheter des services, des fournitures et bien évidemment des travaux. Donc, c'est juste colossal. Si on prend ne serait-ce que l'exemple de Toulouse Métropole, leur volume d'achat annuel en termes de fournitures, il est évalué à environ 100 millions d'euros. Donc, il y a une force de frappe très importante à travers l'acte d'achat. Et côté entreprise, eh ben, c'est aussi un poids non négligeable, puisque en moyenne, on évalue à 50% le poids des achats dans une organisation, 50% pardon, du chiffre d'affaires, et ça peut monter même au-delà dans le domaine plutôt industriel. Alors effectivement, tous ces achats-là et ces volumes d'achats-là, ils ont forcément des impacts sur le développement durable, sur les 3 piliers du développement durable, que ce soit l'environnement, le social ou l'économie, bien évidemment. Si je prends l'exemple de l'ordinateur portable, je ne vais pas m'attarder dessus. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de… Enfin, ce sujet a été évoqué tout au long de la journée. En fait, un ordinateur portable, il a des impacts, et tu l'as rappelé, Franck, non seulement en phase de fabrication, mais aussi en phase de transport, d'utilisation, bien évidemment, et de gestion de fin de vie. Donc, l'idée, là, et puis, bon, je ne m'attarde pas parce que c'est assez documenté, je vous renvoie vers deux publications récentes de l'ADEME. La question à travers l'acte d'achat, c'est comment moi, en tant qu'acheteur, déjà, premièrement, j'ai conscience en fait de ces impacts-là sur tout ou partie du cycle de vie du service ou du produit que je vais acheter, et comment je peux influer à travers mon achat pour réduire ces impacts-là.
Eh ben, effectivement, il y a plusieurs, je vais vous proposer là plusieurs leviers. Alors, sur le temps qui m'est imparti, je ne pourrais pas rentrer vraiment dans le détail, mais l'idée, c'est d'essayer d'utiliser tous les leviers possibles à chaque étape de la vie du projet d'achat, en fait. Déjà, je prends le temps de bien définir mon besoin. Est-ce que j'ai tiré les enseignements de mon précédent marché? Est-ce qu'il existe des alternatives à l'achat? Typiquement, la location, la mutualisation d'équipements, voire même le non-achat. Par exemple, le fait de réduire le nombre de références catalogues permet de massifier et de réduire les coûts. Est-ce que j'ai mobilisé les utilisateurs ou plus largement les parties prenantes dans mon acte d'achat? Si je prends l'exemple d'une collectivité, là, d'une commune de taille moyenne là, dans l'Hérault, elle équipe ses personnels de voirie, je crois, avec des équipements de protection, et notamment des grosses parkas. Et ben, jusqu'à présent, aussi saugrenu que ça puisse paraître, la collectivité achète à tous les agents une parka neuve tous les ans. Alors que le besoin n'est pas là, puisque sous nos latitudes, on n'a pas besoin d'une parka, elle ne se dégrade pas à ce rythme-là. Donc, en fait, la collectivité a revu son marché pour aller vers la moindre consommation de ressources et la moindre production de déchets, et ne remplacer le matériel que sur preuve d'usure. Voilà. Est-ce que je connais, justement pour les entités publiques, est-ce que je connais l'environnement réglementaire du marché? Quelle est ma connaissance du besoin? Est-ce que je peux me faire épauler par un expert dans le domaine? Est-ce qu'il est opportun que j'essaie d'avoir une approche fonctionnelle? Si vous voulez acheter un ordinateur, vous pouvez soit le décrire de façon très factuelle avec ses caractéristiques techniques qui certainement à vous tous professionnels de l'informatique et du numérique vous parlent beaucoup, mais qui déjà à moi me parlent beaucoup moins. Ou est-ce que je peux dire dans ma publication, j'ai besoin d'un matériel pour faire du traitement de texte, des présentations, éventuellement des visios, voilà, et puis peut-être un usage nomade ou digital. Voilà, c'est une autre façon de redéfinir son besoin plutôt que de rentrer par les caractéristiques techniques. Par exemple, Toulouse Métropole, ils ont mené une action très intéressante, je trouve, sur leur marché d'objets promotionnels. Alors, objets promotionnels, par définition, ils ne servent qu'à faire la promotion de l'entité. Ils n'ont pas forcément d'usage réel derrière. Donc, forcément, il y a des impacts de tous ces goodies qu'on a déjà tous eu dans la main. Et en fait, ils ont revu avec l'approche fonctionnelle leur marché pour essayer de cerner quel message vraiment ils veulent faire passer à travers ces objets et à qui. Est-ce que cet objet est indispensable et est-ce qu'il a du sens, notamment en se rapprochant des fournisseurs, enfin des personnes qui ont créé ces objets sur le territoire, et notamment via les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il existe? Alors forcément, la réponse est oui, mais oui, il existe des labels et des systèmes de reconnaissance sur lesquels je peux m'appuyer. Donc, ce sont des labels, je vous ai précisé là les 4 les plus connus en informatique, et vous avez la référence du site de l'ADEME là-dessus, sur les équipements. Ce sont des labels qui interviennent sur l'ensemble du cycle de vie de ces équipements, donc qui garantissent un certain niveau d'efficacité énergétique à l'utilisation, la réduction des consommations à la fabrication, la réparabilité, la présence de pièces recyclées, la limitation des substances dangereuses, etc. Donc ça, vous pouvez vous baser sur ce type de label dans vos exigences, dans votre cahier des charges. Vous pouvez aussi vous baser, et l'ADEME invite fortement à se baser sur l'écolabel européen, qui est l'écolabel environnemental officiel de l'Union européenne, qui se base sur une norme et qui garantit la qualité du produit et la réduction des impacts environnementaux et sanitaires par rapport à d'autres produits équivalents sur le marché à efficacité équivalente. Donc, n'hésitez pas dans vos consultations à faire appel à ces labels, puisque d'autres ont fait le travail déjà de reconnaître cette exigence environnementale et sociale à ces produits qui sont écolabellisés.
Vous avez aussi, c'est assez récent, c'est l'indice de réparabilité qui désormais est apposé. Alors, je reprends mes notes sur les ordinateurs portables et les smartphones aujourd'hui. C'est une note sur 10 qui va indiquer au consommateur, au futur acheteur, la réparabilité de l'objet, la disponibilité des pièces détachées, le fait de le démonter. Et donc, au plus vous achetez un produit avec un indice de réparabilité élevé, au plus vous pourrez le réparer et donc au moins vous serez amené à le remplacer. Et donc, il y a autant moins de consommation de ressources et de déchets générés. Voilà. Donc, tout ça, c'est des indices ou ces labels, c'est aussi des démarches de progrès pour les metteurs en marché. Je pense qu'il y en a un certain nombre autour de la table parmi vous aujourd'hui, parce que ça pousse aussi le marché à s'améliorer dans la performance des produits qu'il propose. Alors, je me renseigne aussi sur l'état du marché. Je rencontre les fournisseurs. Ça, c'est aussi vrai pour les acheteurs publics. J'y reviendrai par la suite. Tout simplement pour connaître l'état du marché, pour faire jouer la concurrence, mais aussi côté fournisseur pour vous faire connaître votre offre et mieux comprendre aussi le besoin du donneur d'ordre. J'essaie de prendre en compte le coût du cycle de vie. On en a déjà parlé, mais on peut essayer de le monétiser et pas seulement réfléchir en coût d'acquisition, qui concerne la face immergée de l'iceberg. Je peux fixer des critères directement liés à la RSE pour choisir l'offre. Et bien évidemment, j'assure un contrôle effectif des dispositions contractuelles RSE que j'ai fixées, parce que sinon, ça n'a absolument pas de sens. Et en plus, je communique sur les bonnes pratiques. On a aussi beaucoup parlé pratiques d'usage en termes de numérique aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement, évidemment, d'acheter du matériel vertueux, mais il faut aussi communiquer, sensibiliser les usagers sur les bonnes pratiques. Alors, en matière d'achat public, ce qui me semblait important de souligner, c'est que les organisations publiques, évidemment, elles ont l'obligation de se conformer au Code des marchés publics, avec notamment les grands principes de libre accès, d'égalité de traitement et de transparence. Mais en fait, le Code de la commande publique, il a tellement évolué pendant ces 10 dernières années que maintenant, il offre de nombreuses possibilités d'intégrer le développement durable à toutes les étapes du cycle de vie de l'achat. Et en fait, on peut dire que c'est la même chose parce que je dis que le code, il offre des possibilités, mais il oblige à prendre en compte le développement durable dès la définition des besoins et sur l'ensemble du cycle de vie. Il incite à recourir à des labels sur certaines conditions, mais c'est possible. Il incite au sourcing des fournisseurs à aller rencontrer les metteurs en marché, etc., etc. Et très récemment, la loi climat et résilience vient encore d'imposer de nouvelles dispositions. En fait, les acheteurs publics vont avoir l'obligation de prendre en compte le développement durable dans les prescriptions techniques qu'elles vont fixer pour leurs achats. Et elles vont aussi avoir l'obligation de prendre en compte au moins un critère d'attribution qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Donc, en gros, le seul critère prix ne sera plus possible. Alors ça, c'est tout nouveau, mais on peut dire que globalement, les entités publiques ont toute l'attitude pour aller vers de l'achat responsable et même des obligations. Et en parallèle, j'accélère parce que je sais que le temps m'est compté. En parallèle, il y a des dispositions sectorielles dans différents codes, code de l'environnement, code des transports, code de l'alimentation, qui obligent les collectivités à aller vers plus d'achats durables. C'est notamment le cas de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de l'année dernière. Et j'insiste là-dessus parce que les acteurs publics, à partir du 1er janvier 2022, donc c'est-à-dire demain, vont avoir l'obligation d'intégrer dans l'ensemble de leur marché de matériel informatique, donc tout ce qui est ordinateur, terminaux, accessoires, photocopieurs, cartouches, téléphones, etc., 20% de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou d'intégration intégrant des matières recyclées. Donc ça, ça a une double objectif, à la fois donner une seconde vie aux produits pour limiter la consommation de ressources et limiter les déchets, mais c'est aussi un vrai levier pour contribuer au développement des activités des TPE, PME du territoire et des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont déjà ou qui vont être de plus en plus impliqués dans une économie plus circulaire. Alors ces collectivités-là, bien évidemment, elles ont besoin d'appui et de soutien pour aider à changer leurs pratiques, parce qu'on est vraiment sur du changement de pratique.
Et donc, pour information, il existe des réseaux d'acheteurs publics dans certaines régions de France. Et en Occitanie, on est en train de monter un réseau, on est en train de préfigurer un réseau d'acheteurs publics pour justement mieux prendre en compte le développement durable dans la commande publique et faire se rencontrer les acheteurs et les offreurs des solutions, des territoires offreurs de solutions dont vous faites partie, bien évidemment. Dernière slide, à l'ADEME, on a engagé, c'était à titre illustratif, hein, une politique de sobriété numérique assez exigeante depuis quelques années. Un utilisateur égale un écran plus une station plus un ordinateur portable. On a tous le même modèle. Qu'on soit simple ingénieur comme moi ou qu'on soit dans les plus hautes sphères, on a tous le même modèle. Ça permet aussi de se déplacer d'un endroit à l'autre. On achète des ordinateurs via une centrale d'achat qui ont les labels reconnus ici, IPIT, Energy Star, TCO, qui intègrent une partie de plastique recyclé. Il y a eu tout un débat sur quel processeur prendre. Le choix a été fait de se focaliser sur du i5 pour des questions d'équilibre à la fois de performance énergétique, de durée d'utilisation, mais aussi de coût. On remplace le matériel, enfin, on vise une durée de vie des matériels de 7 ans. C'est bien un objectif qu'on se fixe et au bout de 7 ans, on le donne à des associations ou des écoles, après les avoir bien évidemment tous nettoyés. Et à l'ADEME, on est en phase de se faire labelliser numérique responsable, puisque je crois qu'on est en phase d'audit. C'était pour vous présenter très rapidement un exemple de la politique sobriété numérique de l'ADEME. Ça concerne aussi d'autres matériels, hein, les visioprojecteurs, les vidéoprojecteurs, pardon, les téléphones, etc., etc. Voilà, j'ai été très rapide et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Charlotte. Merci pour cette entrée en matière qui déjà nous permet d'avoir quelques éléments. Si tu peux arrêter le partage, Charlotte, je suis preneur. Voilà, comme ça, on se retrouve tous visuellement. Et du coup, suite à ça, ou en parallèle de ça, il existe, Olivier Juvado en avait parlé ce matin, bon, un guide qui a été publié, un guide de pratique des achats du numérique responsable. Et du coup, Mounir, je voulais vous poser la question qui est que est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots déjà de ce guide et peut-être aussi témoigner de la démarche de la direction des achats de l'État par rapport à ce guide et à votre expérience. Je ne sais pas si nous avons toujours Mounir avec nous. Ouais, c'est Oui, bon? oui, je suis avec Bon, vous, Franck. Merci. merci. Donc, pour la DAE, tout comme l'ADEME, ça fait déjà plusieurs années que nous prenons en compte dans les achats de l'État les problématiques RSE. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, Oui, Franck. si, tout à fait. Ouais, merci. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs années que nous prenons en compte ça, puisque dans l'achat public, non seulement il y a, comme pour tout acheteur, la problématique de la performance économique, hein, on achète pour répondre aux justes besoins et au juste prix, mais il y a aussi, dans l'achat public, on porte aussi des politiques publiques qui vont de l'accès des PME à la commande publique, l'innovation, mais aussi la responsabilité environnementale et sociale. C'est pour ça qu'au sein de la DAE, il y a un pôle représenté aujourd'hui par ma collègue Julie Boulet, qui accompagnait l'ensemble des acheteurs pour inclure ces problématiques sociales et environnementales dans les achats que mène la DAE sur la sphère de l'État. À l'initiative de la direction interministérielle du numérique, avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et avec l'INR, une association, l'Institut du numérique responsable, avec lesquels il y a aussi des acteurs privés, hein, que ce soit l'informatique Caisse des dépôts ou Airbus. Donc, il y a eu la volonté de mettre par écrit et d'avoir un outil qui permette à un néophyte, dans le cadre de l'achat public, même si le guide a été construit et conçu pour s'adresser à l'ensemble des interlocuteurs soucieux de cette question-là de l'achat numérique responsable, qu'il s'agisse bien évidemment d'un acheteur public, mais aussi privé. Ça peut être des utilisateurs, des prescripteurs, comme des personnes, des entreprises aussi. On est preneur que des entreprises privées prennent connaissance de ce guide pour comprendre les problématiques dans lesquelles nous nous inscrivons. Donc ça a été une coproduction
avec un ensemble d'acteurs. Ça a été mis en contribution publique pour avoir un recueil et des avis, et ça présente l'état de l'art d'un point de vue juridique et de bonnes pratiques sur l'achat numérique responsable. Et on a veillé bien évidemment au sens numérique responsable, c'est bien évidemment l'enjeu environnemental, hein, ça a été bien expliqué par Charlotte, mais aussi la dimension sociale qu'il ne faut pas négliger et pas oublier. Donc c'est bien ces deux axes qui sont pris en compte. Et à l'intérieur de ce guide, vous trouverez des familles d'achat. Donc c'est très opérationnel pour un acheteur. Alors on dit qui peut le plus, peut le moins. L'acheteur public, il a des obligations législatives et réglementaires qui pèsent sur lui de manière plus importante, mais ça n'empêche pas un acheteur privé aussi de s'inspirer de ces bonnes pratiques et de faire bouger le curseur dans le bon sens. Voilà. Après, d'un point de vue, donc c'est vraiment une démarche collective et de coproduction. Donc là, il est sorti en version bêta. Le guide, il est disponible, il est téléchargeable sur le site. Je pense qu'Olivier a dû donner l'URL où on peut le télécharger. Et là, on est en train de finaliser. Donc là, dans le cadre de ce webinaire, ce qui nous intéresse, c'est plus particulièrement le matériel. Hein. C'est un vrai sujet, une vraie complexité, parce que quand on est un acheteur public et qu'on achète de forts volumes, l'État, chaque année, c'est grosso modo 130 à 140 000 postes informatiques qui sont achetés. Et avec cette nouvelle obligation de la loi AGEC, où on doit acheter à hauteur de 20%, en reconditionné, eh ben, nous, la vraie difficulté qu'on a maintenant, j'allais dire, c'est d'avoir un marché, des opérateurs économiques en mesure de répondre à ce besoin, donc de fournir du reconditionné dans des conditions sociales optimales. La question du transport aussi, on n'a pas envie, puisqu'on prend en compte tout le cycle de vie, y compris le transport. Donc, si c'est pour acheter du reconditionné qui vient de 3000 km, bah, c'est un impact environnemental qui est différent d'un achat de reconditionné sur un circuit court. Ces éléments-là sont apportés à la réflexion de l'acheteur. Et on a aussi des problèmes opérationnels pour lesquels moi je souhaite que les opérateurs économiques soient sensibilisés et donc et montent en puissance. On aimerait qu'ils se musclent, parce que si on doit acheter 20% de matériel reconditionné, le DSI, il va être confronté à une problématique qu'il ne connaissait pas avec le neuf. Avec le neuf, que ce soit de la spécification fonctionnelle ou technique, en général, il vise à avoir un parc homogène. Or, le marché des opérateurs économiques n'est pas toujours en capacité de fournir les volumes du même matériel. Et donc là, on pressent que les DSI vont être confrontés à une problématique. Comment j'administre 20% de mon parc qui peut avoir un profil technique hétérogène, le type de difficulté qu'on peut rencontrer. Voilà, Franck, ce que je peux dire à ce stade. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Mounir. Julie, en complément de ce que vient de dire Mounir, comment vous définiriez-vous l'achat numérique responsable? Et puis, il y a une deuxième question aussi en parallèle qui est de dire, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience citoyenne et politique aussi de ces choses-là? Et est-ce que c'est quelque chose que vous abordez dans votre métier aujourd'hui, Julie? Oui, tout à fait. En fait, donc déjà pour définir ce qu'on entend par achat numérique responsable, il faut déjà dire ce qu'on entend par achat responsable. Mhm. Comme l'a dit Mounir, ça fait plusieurs années maintenant que l'État prend en compte les aspects environnementaux et sociaux dans ses achats. La politique d'achat responsable a été formalisée en 2009 lors de la création à l'époque du service des achats de l'État. Et en fait, pour nous, les achats responsables, c'est tout simplement la transcription des politiques publiques environnementales et sociales dans les achats et comment finalement cette masse économique qui est dépensée tous les jours par l'État peut servir à faire levier et à transformer les modèles économiques et des modes de production vers des modes de production qui sont plus responsables. Madame Parent a dit que la commande publique représentait 200 milliards d'euros, à l'État c'est 35 milliards d'euros, donc rien qu'à nous on a un fort rôle à jouer. Et oui, je dirais que ce rôle est vraiment de plus en plus identifié, il a toujours été identifié, mais on observe une réelle accélération ces derniers temps avec une prise de conscience d'abord citoyenne et puis politique ensuite, qui se traduisent finalement dans les obligations réglementaires qu'on a déjà citées. Hein. Aujourd'hui, le levier de la commande publique est vraiment identifié en tant que levier pour mettre en œuvre toutes ces politiques publiques. Voilà, on a cité la loi AGEC avec notamment voilà, la grosse... comment dire, la mesure emblématique qui est l'obligation d'achat des 20% de reconditionnés.
On a cité aussi la loi climat-résilience qui va vraiment accélérer la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans les achats publics et issue quand même, il faut le rappeler, de la Convention citoyenne sur le climat. Donc c'est un rassemblement de citoyens qui a demandé ces mesures. Donc oui, la prise de conscience, elle est là, l'accélération, elle est là. Ensuite, voilà, ce que ça veut dire pour les achats numériques, c'est de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux qui sont attachés à ces familles de produits-là, et les obligations réglementaires aussi. Et toutes ces dispositions, on les retrouve dans le guide de la DAE, bien sûr. Ok. Merci Julie. Alors, on a l'impression qu'effectivement là, la pression monte. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui se font. Alors du côté du public, parce effectivement, il y a du concret qui se passe, donc on témoigne de ça. Mais maintenant, j'aimerais peut-être poser la question à Mounir, par exemple, euh, est-ce que les entreprises doivent s'emparer de ce sujet? C'est quelque chose qui paraît, on va dire, naturel. Alors, je pose la question parce qu'on est aussi déjà centré dans un cluster d'entreprises privées, et donc justement, peut-être qu'il peut y avoir des passerelles. Mounir, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, merci Franck. Pour approfondir mon propos de tout à l'heure, pour moi, on ne peut pas réussir ce défi-là si les opérateurs économiques ne se mettent pas en ordre de marche, hein. C'est-à-dire, nous, bien sûr, ça a été dit aussi par Charlotte, dans les bonnes pratiques achats, il y a la phase sourcing, donc on prend le temps avant l'achat, non seulement de recueillir le besoin auprès des futurs bénéficiaires, mais on prend le temps aussi de sonder le marché, sa capacité, les difficultés pour cibler le plus justement possible. Et dans ce travail-là, ce qu'on voit, nous, c'est vraiment... Alors oui, il y a des précurseurs, oui, il y a des gens qui s'appellent des opérateurs économiques qui, par conviction ou par opportunité, et c'est légitime aussi, étaient déjà positionnés sur ce marché-là. Et ce qu'on pressent, c'est qu'avec cette vague qui arrive de la part des acheteurs publics pour taper dans le reconditionné, si les opérateurs économiques, j'allais dire européens, français, ne se mettent pas en ordre de marche, le risque, c'est que d'autres opérateurs économiques se disent, ben là, il y a une veine à creuser et ça se fera au détriment. Donc, nous, on a besoin que les opérateurs économiques, qui soient nationaux, régionaux, départementaux ou que sais-je, se mettent en ordre de marche, prennent connaissance des problématiques auxquelles sont confrontés les acheteurs publics sur ce registre-là, et je dis bien sur la dimension environnementale et sociale, hein, parce que c'est vraiment, on marche sur deux pattes, et se disent, mais moi, quelle est mon offre de valeur sur ce registre-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux offrir comme service qui permet collectivement de faire face aux défis et permettre à l'acheteur public d'atteindre les objectifs auxquels il est soumis d'un point de vue réglementation. Donc on attend vraiment cette dimension-là. Et je vous l'ai dit, la difficulté qu'on détecte dès à présent, c'est quand il y a un acheteur public qui commande en gros volume, y compris du reconditionné. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'en reconditionné, il y a plutôt tendance à privilégier le haut de gamme. Le haut de gamme, parce qu'il a une décote moindre et qui dure plus longtemps dans le temps, y compris dans un cycle de reconditionnement. Or, parfois, pour les acheteurs publics qui avaient l'habitude d'acheter de l'entrée de gamme ou du moyen de gamme, ça va être difficile pour eux, en reconditionné, de reproduire ce même modèle. D'accord. Merci Mounir pour ce témoignage. Et alors, on parle de l'achat, mais il faut aussi parler des autres aspects du cycle de vie. Et je voulais poser la question aussi de l'allongement de la durée de vie et du réemploi du matériel. Julie, peut-être que tu peux nous dire de petites choses, des petites choses, des choses là-dessus sur cette question de réemploi du matériel, de la durée de vie, ainsi que des aspects sociaux, parce qu'il n'y a pas que les aspects écologiques à prendre. Oui, alors effectivement, nous, dans les achats numériques de l'État, dans les achats responsables numériques de l'État, on prend en compte dès l'achat toutes ces étapes en fait, du cycle de vie qu'a cité Charlotte Parent tout à l'heure. Toutes ces étapes du cycle de vie, elles peuvent être vraiment réfléchies dès l'acte d'achat. Et nous, on réfléchit à tous les enjeux de l'économie circulaire, mais au sens large, c'est-à-dire enjeux environnementaux et sociaux.
Donc effectivement, tout ça, ça passe par la réduction de la consommation des ressources, l'allongement de la durée de vie, la prévention de la production de déchets. Et concrètement, dans les achats, ça passe par le développement du réemploi. Donc là, c'est tout à fait en phase avec les objectifs très ambitieux de la loi AGEC sur le matériel informatique reconditionné. Ça passe par l'allongement de la durée de vie des matériels en pensant à leur usage, leur durabilité, mais aussi leur réparabilité. Donc, Charlotte Parent a parlé de l'indice de réparabilité, qui est un indice sur lequel tout acheteur peut s'appuyer aujourd'hui. Sur le développement des prestations de réparation également des matériels, plutôt que de jeter un matériel cassé, on peut réfléchir à comment on peut le réparer, le réutiliser en interne. On pense aussi dès l'achat à l'éco-conception des matériels qui participe à sa durée de vie d'une part et aussi à la prévention de sa recyclabilité. Et là, il y a des outils qui sont très intéressants, dont on a parlé aussi avant, qui sont les écolabels. Ils sont nombreux sur le segment du matériel informatique et il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer dessus, soit en les demandant. On a le droit aujourd'hui, dans le Code de la commande publique, à condition d'accepter les matériels équivalents, d'exiger des matériels qui sont écolabellisés ou de différencier les offres avec un critère d'attribution sur ces écolabels-là. On peut aussi se servir des référentiels en extrayant de ces référentiels des éléments, des caractéristiques qu'on voudrait voir appliquées sur les produits qu'on achète. Et sur les enjeux sociaux, nous, on ne les dissocie pas du tout des enjeux environnementaux dans l'économie circulaire en général et sur les achats numériques en particulier. C'est vraiment, ces deux aspects-là sont complètement intégrés, puisque quand on s'intéresse aux aspects environnementaux, pour nous, il faut que ça soit cohérent jusqu'au bout. Et quand on parle, par exemple, d'un matériel reconditionné, on est d'accord que le fait d'être reconditionné en soi est une plus-value environnementale, puisque voilà, on participe à la prévention de la production de déchets, à la réduction de la consommation de ressources. Mais il ne faut pas qu'il soit reconditionné dans n'importe quelle condition, à l'autre bout du monde, et en faisant travailler des gens dans des conditions qui ne seraient pas en cohérence avec les droits humains au travail. Donc, il y a toute la thématique de traçabilité des chaînes d'approvisionnement et de traçabilité des conditions de fabrication dans ces chaînes d'approvisionnement qui sont particulièrement longues et qui sont très mondialisées dans le secteur du numérique, que nous essayons d'adresser depuis longtemps, mais qui sont donc en lien avec ces aspects environnementaux. Et quand on parle d'économie circulaire, de réemploi, de réparation, on ne peut pas non plus dissocier l'opportunité de collaboration avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui sont les acteurs historiques du reconditionnement et de la réparation en France, donc qui présentent une offre justement de reconditionnement et de réparation sur le territoire français dans des conditions de travail qui sont pour le coup assurées et qui offrent souvent des éléments de traçabilité plus importants que dans les autres circuits de l'économie circulaire. Voilà. Ensuite, moi, ce que je voulais rajouter, notamment par rapport à ce que disait Mounir aussi, auquel je souscris totalement, bien sûr, sur l'enjeu de structuration de l'offre du côté des entreprises. Du côté des acheteurs, l'enjeu aussi vis-à-vis de toute cette montée, cette accélération des exigences, c'est de pouvoir, d'une part, bien identifier cette offre. Et nous, on insiste vraiment sur le fait de mener un sourcing en amont, un sourcing très abouti, afin de pouvoir construire un marché qui soit adapté et qui contienne le bon niveau d'exigence et la bonne stratégie pour arriver à atteindre tout simplement les objectifs qui sont de plus en plus ambitieux. Voilà. Mais un autre enjeu pour l'acheteur, et là, ça s'adresse plutôt aux entreprises, c'est aussi vis-à-vis de tous les enjeux environnementaux et sociaux que je citais, de pouvoir s'appuyer sur des moyens de traçabilité, des moyens de preuve qui soient robustes, qui soient fiables et qui puissent venir appuyer les allégations que les entreprises du numérique peuvent nous faire vis-à-vis de toutes ces exigences-là. Ouais, merci Julie pour ce témoignage. Et alors justement, tu parlais de l'enjeu de la durée de vie et de la filière de reconditionnement. Nous avons avec nous Thierry, qui est président d'Envoi et qui connaît très bien cette filière. Alors la question c'est un peu, est-ce que Thierry, tu peux nous partager un peu ton expérience et nous donner ton retour de ce qui vient d'être dit par les autres intervenants?
Mais il faut que tu passes à mettre ton micro, Thierry. On n'entend pas. Voilà, Voilà. L'écran super. m'avait dit que j'avais pas de micro alors que j'étais en train de parler. Donc voilà, je vais essayer de tempérer ma réaction. Mhm. Parce que je vous avoue qu'à vous écouter, je suis passé par des hauts, par des bas. Voilà. Aujourd'hui, Envoi Insertion et Handicap, c'est une association qui détient des entreprises, une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée. Mhm. Nous sommes une petite PME de 130 personnes qui travaillons essentiellement sur ce reconditionnement en région toulousaine. Je pense que nous sommes ISO 9001, EN 9100, RSE 26000, labellisés écologiques, que la traçabilité, on peut largement la démontrer. Mhm. Voilà. Et qu'aujourd'hui, mon expérience, c'est zéro appel d'offres, zéro demande de quelque achat public que ce soit, alors que j'ai un parc en stock sur étagère que malheureusement, je suis obligé de détruire, de 20 000 PC qui me passent dans les mains tous les ans. Donc, je me dis, quelque part, j'ai dû rater quelque chose, mais je me dis aussi, ça, c'était le bas, j'aurais tendance à dire, et le haut, c'est de vous avoir écouté. Je me dis, peut-être que demain, il y aura des jours meilleurs, des jours meilleurs pour Envoi, qui, de toute évidence, n'est pas identifié dans vos circuits d'achat. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas faute d'avoir tapé aux portes de toutes les institutions de la région. Et je peux vous dire que j'ai des portes, j'en ai pris plusieurs dans le nez. Donc, j'ai tapé aux portes, que ce soit les DSI, que ce soit les achats. À chaque fois, je vous avoue que j'ai fait chou blanc. Je ne sais pas si vous connaissez les 12 travaux d'Astérix, mais mes collègues, pour se moquer de moi, me parlent toujours du formulaire A38. Voilà, je vous renvoie aux 12 travaux d'Astérix et au formulaire A38. Et c'est vraiment la quête que j'ai auprès de ces différentes institutions pour essayer de placer ces ordinateurs qui sont des Ferrari d'occasion. Vous parliez plutôt de haut de gamme, ce sont des PC qui ont 3 ans maximum, d'accord, qui ce sont des i5, des i7, des portables, donc ils répondent à tous les critères techniques, et pourtant je n'ai aucun écho. Donc je me dis, dommage pour le passé, peut-être qu'il y a un bel avenir, et donc après, je vais vous renvoyer la question, c'est comment travailler à cet avenir, comment garantir d'être identifié, parce que je pense que sur la place toulousaine, il ne doit pas y avoir beaucoup d'acteurs tels qu'Envoi. Voilà, personnellement, je n'en connais pas, qui ont cette capacité de 20 000 PC par an de la catégorie que je viens de vous dire. Voilà. Et avec la traçabilité qui va jusqu'au label écologique, donc sur le D3E. Donc, on sait garantir à l'ensemble de nos clients la traçabilité de A à Z de ces machines. D'autant plus, je vous l'ai dit, on est 130 personnes, insertion, handicap. Donc, on sait, qui plus est, avec l'aide de partenaires, faire une offre financière pour ces PC, pour les vendre sur une sorte de leasing, j'aurais tendance à dire, sur 3 ans de plus, puisqu'un PC, il perd de sa qualité, de sa fiabilité au bout de 8 ans, grosso modo. D'accord. Et en plus, j'ai un service de soutien, de hotline, de support. Donc, on sait en plus maintenir dans la durée l'ensemble de ces machines. Donc voilà, je me dis que peut-être que demain, il y aura des jours meilleurs, mais à vous écouter, je me dis que je suis certainement passé à côté déjà de belles journées. Merci Thierry. Bon, on voit que les choses sont pas. La théorie et la pratique sont, c'est deux choses qui sont différentes et que donc il va y avoir du travail à faire parce que je pense, c'est effectivement intéressant de s'apercevoir que on pourrait penser qu'il n'y a plus qu'à, mais mine de rien, il y a encore pas mal de choses à synchroniser, des connaissances, des compréhensions et des connaissances du secteur et que peut-être tout le monde est un peu dans son silo et qu'en fin de compte, il va falloir un petit peu
plus se parler, un peu mieux se connaître, pour que justement ces flux de matériel puissent être traités comme il se doit. Thierry, Si je peux me oui. permettre, Franck, en 30 secondes, Monsieur Pajot, bien évidemment, je pense qu'il y aura des jours meilleurs parce que voilà, le décret de la loi AGEC est sorti. Donc, au 1er janvier 2022, ça va commencer à bouger. Hein. Les collectivités, en tout cas, moi, les acteurs publics que je rencontre au quotidien, elles commencent à se poser des questions. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de réticence au changement. On a l'outil réglementaire maintenant qui est mis en place. Et c'est aussi l'idée du réseau régional, en fait, de partager les expériences et de faire connaître l'état du marché. Donc, je suis persuadée qu'il y aura des jours meilleurs bien rapidement. Ouais. Merci. Réagir en quelques secondes également. Moi, ça ne fait que souscrire ce que je disais sur notamment le sourcing. C'est ce que vous dites là, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement dans les discussions achats responsables et on répond à chaque fois de la même manière. C'est que d'un côté, vous avez les entreprises qui disent, mais nous, enfin les entreprises surtout de l'économie sociale et solidaire, malheureusement, qui disent, mais nous, on ne voit pas les appels d'offres, on ne sait pas comment se faire connaître. De l'autre côté, vous avez les acheteurs qui disent, mais nous, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, on ne sait pas où les trouver. Et en fait, voilà, il y a cet enjeu-là, il revient très souvent dans tous les segments d'achat. Et je pense que cet enjeu vraiment de rencontre entre l'offre et la demande et de discussion et de sourcing amont, il est primordial, c'est clair. Je ne partage pas votre avis, Julie. Je peux vous citer les noms et les numéros de téléphone et les mails des acheteurs publics que j'ai contactés, des directions de services informatiques des différentes institutions autour de Toulouse. Donc, ils me connaissent obligatoirement. Voilà. Et donc, le problème, il n'est pas que sur la connaissance. D'accord. Pour ce qui concerne l'État, moi, je suis totalement disposée à discuter avec vous à l'issue de cette réunion et à vous donner des contacts aussi en Occitanie pour les services de l'État. Je vous en remercie. Alors, Thierry, j'avais une autre question, mais oui. Peut-être juste un écho pour peut-être un peu rassurer Thierry. Hein. Effectivement, le passé était peut-être brumeux et on peut espérer que l'avenir soit plus lumineux pour son entreprise, parce que j'allais dire, je ne sais plus quel humoriste disait un fonctionnaire ça fonctionne, et à partir du moment où il y a une obligation juridique, en général le fonctionnaire cherche à s'y conformer. Voilà. Ce qui précédemment était une politique publique basée sur une sensibilité, un volontariat, une mise en œuvre, et pouvait être un peu non optimale, on va dire ça comme ça. Je pense que la loi AGEC, dans son article 58, avec cette obligation qu'elle pose, le fonctionnaire, qu'il soit d'État ou des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière, aura à cœur à se conformer à cette obligation-là, par-delà sa propre sensibilité individuelle, hein, parce que ça va devenir un objectif des administrations. Et donc, à partir de là, moi, je suis convaincu qu'on verra apparaître des choses qui ne se faisaient pas auparavant, c'est-à-dire dans l'acquisition de matériel, qu'il y ait des lots, puisqu'on parlait d'allotissement qui par défaut est prévu par le Code de la compte public, des lots réservés pour l'achat de matériel reconditionné et qui peut être réservé pour des entreprises de l'ESS, donc celles qui sont les plus vertueuses non seulement d'un point de vue environnemental mais aussi social. Merci. Oui, je vous remercie. Voilà, je pense, en témoignant, cocher toutes les cases, hein, puisque étant entreprise d'insertion, vous imaginez bien qui reconditionne ces PC. Étant entreprise adaptée, vous imaginez donc socialement, nous sommes à la pointe. Hein. Plus de 50% de mes collaborateurs sont sur des contrats associés à ces régimes-là, insertion ou handicap. Donc, on coche vraiment le rang social, et finalement, effectivement, pour nous, le numérique et cette sobriété est un véhicule pour remplir la mission sociale. Donc, effectivement, on est vraiment dans cette mission sociale, et cette sobriété que je pense bien représentée du numérique par ce reconditionnement et ces déchets des 3 E que je pense que nous traitons de manière excellente, être vraiment aussi un bon fer de lance pour cette sobriété. Donc, réunir les 2 critères que vous avez cités souvent, voilà, dans vos propos. Et je préfère aussi retenir ce que vous avez dit, Mounir et Julie et Charlotte, il y aura des jours meilleurs, voilà, et garder le sourire et regarder vers l'avant. Sinon, on ne fait pas ce métier dans cet environnement social si on ne pense pas qu'il y a des jours meilleurs. C'est ce que l'on essaie d'apporter à nos bénéficiaires. Et donc, je ne doute pas que demain, il y en aura.
Et merci beaucoup pour tous ces témoignages, ces échanges. Alors, je voudrais, parce que le temps passe, malheureusement, aussi donner la parole à Jean-Claude. Jean-Claude, est-ce que vous pourriez déjà présenter un petit peu votre métier et peut-être nous dire aussi quelles sont vos pratiques, vous, aujourd'hui, en matière de matériel d'achat numérique et est-ce que vous pensez que c'est un levier important aujourd'hui dans le cadre de la sobriété numérique? Très bien. Merci à tous déjà aussi pour les échanges amont. Ça va enrichir mon propre débat de ce jour. Effectivement, donc moi, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, alors sous un format long, je suis responsable du centre de service au sein de la DSI de CDC Habitat. Donc CDC Habitat, juste pour mémoire, donc c'est un grand opérateur immobilier, hein. On est une filiale de la Caisse des dépôts. On gère plus de 500 000 logements en France et effectivement en Outre-mer. Et plus particulièrement, donc le centre de service, lui, au travers de ses 40 collaborateurs, on a 4 équipes qui, au quotidien, travaillent pour nos 5000 utilisateurs sur la partie support informatique, la formation, principalement d'ailleurs au changement numérique, tout ce qui est gestion, achat, maintien en ordre de marche des matériels et des logiciels, du coup, de l'environnement poste de travail. Et après, tout ce qui est gestion de parc, habilitation. Et moi, effectivement, donc je gère cette partie-là et en plus, j'interviens sur la partie pilote de processus au sein de la DSI et plus particulièrement, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, sur la partie numérique responsable pour la DSI au sein du groupe. Si je ne fais pas erreur, vous avez posé une deuxième question au-delà de me présenter, qui tout à concerne fait. la partie des achats matériels et Ouais, comment on a traité un peu ce sujet chez nous. c'est ça. Donc c'est un sujet assez nouveau, hein, effectivement. On s'est plutôt posé cette question-là début, on va dire, 2020. Et en réalité, quand on s'est posé cette question, on a d'abord pensé à construire une démarche, hein. On n'avait pas encore le guide effectivement à disposition. Donc l'objectif était de répondre aux enjeux environnementaux, qui accompagnent la transformation de l'entreprise au sens digital. Et donc on voulait rattacher notre action effectivement à toute la démarche RSE du groupe, puisque notre propre groupe possède une démarche RSE et donc la DSI voulait s'y inclure. Mais pour démarrer, il faut déjà connaître là où on en est, puisque pour s'améliorer, il vaut mieux savoir effectivement de où on part. Et donc, on a fait en premier lieu, on est parti, on a voulu évaluer nos pratiques et surtout la partie empreinte carbone de la DSI avec l'aide d'un partenaire. Donc, on a traité, on va dire, à 360 degrés l'ensemble des thématiques côté informatique, le réseau, le data center, les matériels d'impression, la gestion de fin de vie, nos procédures d'achat, toute la partie gouvernance et tous les matériels en fait qui sont liés à l'environnement poste de travail, avec une petite touche aussi sur la partie conception des applications. Donc, globalement, le bilan a confirmé les hypothèses que j'avais posées au départ, c'est que notre empreinte carbone essentiellement se situe donc pour le périmètre IT à 80% du côté des équipements informatiques. Donc au plus proche des utilisateurs, on peut le dire comme ça, je mets à part le data center en l'occurrence. Donc on est vraiment, ces 80%, c'est ce qui regroupe le PC, le smartphone, les imprimantes et les écrans. Donc, une fois qu'on a balayé ce point de vue-là et qu'on sait de là où on part, l'hypothèse pour avancer, c'est de se dire, déjà, on va travailler de ce fait-là, loi de Pareto, sur la partie matérielle en premier lieu. C'est ce qu'on a lancé à partir de ce bilan. Pour faire évoluer nos pratiques, on a d'abord travaillé sur les notions d'achat responsable à l'intérieur de notre politique d'achat, pour les rendre évidemment un peu plus responsables numériquement. À cet effet, cette orientation est évidemment un moyen efficace aussi pour dynamiser les objectifs de réduction d'empreinte carbone, mais aussi soutenir les politiques actuelles dans les domaines sociaux et environnementaux. Je raccroche toujours à la partie RSE, on ne traite pas que la partie empreinte carbone quand on traite ces points-là.
Donc, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, mais effectivement, ma première étape a été de faire une démarche d'échange et surtout de sourcing avec l'ensemble des constructeurs avec lesquels on aurait pu travailler, en l'occurrence au travers des marchés. Donc, j'ai rencontré des acteurs de Lenovo, d'HP, de Dell, en l'occurrence sur le parc, par exemple, PC, en l'occurrence. Sur la partie impression, moi, je peux citer, on va en citer deux, mais en termes de concurrence, Ricoh, Lexmark ou autres. Et également des acteurs sur la partie reconditionnement, surtout sur toute la filière smartphone, avec en parallèle un contact avec les opérateurs de téléphonie que sont Bouygues, SFR ou Orange. Le but, c'était surtout déjà de comprendre où ils en étaient et de leur expliquer vers où moi je voulais que notre DSI aille. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, on a parlé aussi de la loi AGEC. On était dans cette période-là. Ils avaient, pour certains, avancé sur le sujet, pour d'autres, pas du tout. Donc, je rappelle, c'est la loi, effectivement, de lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Et il en est ressorti globalement une avance sur ce sujet plutôt pour les fabricants des matériels d'impression qui avaient pris le pas en amont sur ces points-là. Ils ont pour certains des chaînes de reconditionnement, donc soit totales, soit partielles, justement pour remettre à disposition de leurs commanditaires du matériel dit reconditionné. En ce qui concerne la partie PC portable, je suis content de rencontrer Monsieur Thierry Pajot parce qu'effectivement, en tout cas, les constructeurs aujourd'hui n'ont pas cette vision-là d'avoir une filière intégrée pour leur matériel en l'occurrence. Ils ont un peu de retard, ils ont plutôt donc des difficultés sur ce sujet-là pour fournir. Quand un acteur comme nous faisons des volumes importants de commandes, mais comme l'État, pour eux, c'est compliqué de pouvoir répondre sur une catégorie de matériel de manière assez homogène. Sur la partie filière pro, donc des smartphones, comme je l'ai dit, le fait d'avoir travaillé avec, contacté des reconditionneurs, il y a des solutions vraiment très intéressantes pour intégrer, réparer, reconditionner le parc d'une entreprise durant son cycle de vie en fonction de la durabilité qu'on veut avoir effectivement dans le cadre d'un marché public en l'occurrence, et éviter surtout le tout jetable. Le smartphone aujourd'hui, comme j'aime bien prendre cet exemple, à titre personnel, on va acheter du reconditionné pour du smartphone. Or, en entreprise, on a tendance à toujours demander du matériel neuf. Donc, l'objectif, effectivement, c'est d'inclure cette démarche-là de la réparation et du matériel reconditionné en démarrant, par exemple, par le smartphone. Donc, pour orienter et puis pour effectivement alimenter le débat et certainement les questions, l'objectif dans nos marchés d'achat, c'est de viser plus de sobriété. On a déjà préféré la location. Cette pratique, pourquoi? Parce qu'elle permet vraiment plus de flexibilité dans la gestion de son parc. Très clairement, pour nous, c'est un point fort. On vise plutôt un usage plutôt que de posséder un bien. Donc, c'est aussi un changement de philosophie. Je le redis. Tout à l'heure, j'ai entendu, où c'était dans les questions, que beaucoup d'acteurs préféraient l'achat. Je pense qu'il faut passer à autre chose. On est dans un cycle un peu différent. Et en fin d'usage, on privilégie effectivement le réemploi au recyclage clairement dans le marché, c'est-à-dire qu'on l'écrit très clairement. On demande que notre partenaire travaille sur un cycle non pas de recyclage, mais de réemploi et donc de remise par exemple, à des associations, une école ou autre, pour pas que derrière il y ait de la destruction. Sur la partie matérielle, donc dans le cadre des marchés, on avait anticipé la loi AGEC, mais on injecte effectivement une obligation de matériel reconditionné. Donc, par exemple, je donne l'exemple sur la partie impression, on a demandé à minima 30% de matériel reconditionné sur nos imprimantes, sachant qu'on utilise beaucoup de grosses multifonctions, en l'occurrence, pas de matériel individuel, avec les mêmes conditions que le neuf, ce qui nous permet effectivement de garantir aussi, parce que j'aime bien balayer ces éléments-là. Ce n'est pas parce que c'est du reconditionné qu'on n'a pas les mêmes garanties de nos partenaires. On a les mêmes garanties en termes de fonctionnalité, de maintenance, etc. L'objectif, effectivement, c'est d'arriver au même service pour nos utilisateurs et il n'y a pas de différenciation.
À tout ça, évidemment, on en a un tout petit peu parlé en départ avec tout ce qui est les exigences au niveau des labels. Il y a beaucoup de labels qui existent et effectivement, il faut tendre vers ces labels pour viser des matériels moins énergivores, je vais y arriver, et plus respectueux effectivement de notre environnement. L'indice de réparabilité aussi. Alors, quand il était disponible, on l'a demandé. Et quand ce n'est pas disponible, comme on fait des marchés de long cours, il est imposé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il sort, il faut que le prescripteur, entre guillemets, le partenaire, nous le fournisse pour qu'on ait le choix de encore mieux choisir notre matériel pendant la durée effectivement du marché. On demande aussi, alors ça c'est, ils ont été un peu étonnés dans notre démarche, mais effectivement, durant toute la durée du cycle, on va dire, du marché, on est sur vraiment du reporting de notre empreinte carbone, mais de manière très construite, hein, de la fabrication jusqu'à la fin de vie. Donc, tout matériel qui est remplacé, nous, on recalcule notre empreinte carbone. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le voir avec nos partenaires. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'avoir de la visibilité par rapport aux actions qui sont faites et aussi embarquer l'entreprise dans cette démarche. N'oublions pas, je le redis, la partie RSE, donc l'insertion. Donc, par le biais d'emploi direct ou non, on demande également à réserver, par exemple, des nombres d'heures pour l'emploi de personnes éloignées de l'emploi, en l'occurrence, à l'intérieur des marchés pour favoriser justement l'insertion et donc faire qu'on ne traite pas que la partie empreinte carbone, en l'occurrence. On souhaite aussi inclure dans ces marchés, enfin on souhaite et on a fait des orientations sur l'utilisation des véhicules de transport plus respectueux. Il ne faut pas oublier que dans le cycle de vie global, un matériel, quand il est emmené, on l'a dit, que ce soit du reconditionné ou du neuf, il y a des véhicules derrière, donc on souhaite effectivement qu'il y ait une orientation véhicule moins polluante, que les emballages soient optimisés, ou en l'occurrence, que ce soit du matériel d'emballage recyclé ou recyclable, et on travaille sur tous les aspects communication, sensibilisation aussi des collaborateurs. L'objectif, c'est de traiter de manière globale ces actions-là. Notre but, évidemment, c'est de traiter dans son ensemble l'évolution de notre empreinte carbone et notre thématique au RSE au fil des remplacements, comme vous l'avez indiqué. On a parlé très rapidement du guide. Je veux raccrocher à notre partie initiale, aussi des achats responsables. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le matériel, il y a aussi les logiciels. Moi, c'est un pan de notre activité. Aujourd'hui, et j'attends beaucoup sur cette partie-là de nos acteurs publics, justement pour aider les entreprises, privées ou publiques d'ailleurs, à faire les bons choix en termes d'achat effectivement de solutions logicielles, surtout sur tout ce qui pourrait être en mode SaaS ou cloud. Moi, j'aime bien noter l'époque de la Covid, mais on a fait des choix tous pour s'équiper en visio. Peut-être qu'avec plus d'infos, peut-être que d'autres n'auraient pas choisi les solutions qu'ils ont choisies à une époque parce qu'il y en a qui sont plus ou moins énergivores ou autres, sans parler de la partie RGPD. Okay. Voilà. Jean-Claude, merci beaucoup. Alors, j'ai été autorisé à glisser au niveau du timing, puisque j'ai la main sur le Zoom, donc on a fait, j'ai fait exprès de vous laisser vous exprimer. Je voudrais prendre quand même une question. Déjà, je vous remercie d'avoir répondu déjà à 6 des questions qui étaient posées en direct auprès des gens. Donc ça permet à ces gens-là d'avoir des réponses directement. Et je voulais poser une question sur l'achat de matériel neuf, parce que c'est une des questions qui est posée par Jérôme. Est-ce qu'on a une visibilité est-ce qu'on a des ACV, ce qu'on appelle des ACV de ces machines qu'on achète, et donc est-ce qu'on a une visibilité de l'empreinte carbone de ces machines quand on les achète neuves aujourd'hui? Est-ce que les constructeurs donnent ces informations? Est-ce que vous appuyez là-dessus, par exemple? Je ne sais pas qui pourrait… Moi, je peux répondre. Alors, très clairement, en fonction des constructeurs, il y en a qui jouent plus ou moins le jeu, effectivement. Mais comme je l'ai indiqué, de toute façon, s'ils ne le fournissent pas, l'objectif, c'est de
de retravailler avec eux d'année en année, justement, pour les pousser. Un acteur, entre guillemets, quand il commande du matériel, il ne faut pas qu'il réfléchisse à un instant T, comme c'est un partenariat de long cours. Il faut aussi que la puissance publique, alors là, je vais le dire de manière où toute entreprise ait la vocation à faire changer les choses et donc à dire, ben, si cette année, vous ne le faites pas, j'espère que l'année prochaine, vous le ferez, parce que votre constructeur concurrent, lui, il le fait. Donc, si vous ne voulez pas que je change, il va falloir s'y mettre. Et c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, c'est en forçant aussi, entre guillemets, la main à ceux avec qui on travaille d'aller dans le bon sens. Donc, on est tous acteurs là-dessus et c'est ce que je fais dans mon quotidien. Ok, ça va être le mot de la fin. Effectivement, je pense qu'on est tous acteurs de ce qui se passe et des achats et que l'on mène, et des décisions que l'on prend. Si en plus on a connaissance, on le fait en connaissance de cause et en ayant l'ensemble de la visibilité, et on le voit, c'est pas simple. On émet des choses, enfin, il y a des lois qui passent, il y a des documents qui sont rédigés, et puis dans la réalité, ben, on s'aperçoit que la théorie et la pratique, et Thierry en a témoigné, c'est pas si simple. Donc, il y a encore pas mal de boulot, et ben, c'est justement ça qui est assez intéressant, et on va pouvoir être acteur de tout ça. Merci beaucoup à tous les 5. J'étais ravi de préparer cet atelier avec vous et de le dérouler. J'espère qu'on a donné pas mal d'informations. Alors des choses qui se sont aussi un peu répétées, mais bon, il faut peut-être des fois les marteler, donc pour qu'elles rentrent. Donc c'est bien. Et puis moi, voilà, on voit quand même que l'acte d'achat aujourd'hui, comme je disais un peu à l'introduction, hein, on n'est pas fabricant, on subit un petit peu, hein, on est vassalisé par ces constructeurs et pour certains logiciels aussi, les gros acteurs. Et ben, cet acte d'achat, il est important, il est la première pierre quand on prend l'analyse de cycle de vie. Et si on fait un bon achat, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir assurer une deuxième vie, une troisième vie à ce matériel, et s'assurer aussi que sa fin de vie soit responsable dans le sens où on l'assume aussi, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas aujourd'hui. Merci encore à toutes les personnes qui ont participé aussi et qui nous ont rejoints sur cet atelier. Il y a encore 25 personnes, donc le sujet quand même intéresse. On en a perdu un petit peu, hein, mais en route, mais c'est normal. Et je vous dis certainement à très bientôt pour reparler de ce sujet ou d'autres sujets. Encore merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.